Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine du Master de Journalisme. Aujourd'hui, au programme de cette émission, une interview exclusive d'un des deux étudiants de l'ESJ arrêté la semaine dernière. On ira ensuite au musée d'histoire naturelle avant de Bourlay à Tourcoing. Mais avant ça, on fait tout de suite un petit point sur la manif. Dans l'actualité, ces dernières semaines, la manifestation contre la réforme des retraites fait beaucoup parler. Dernier exemple en date, le 17 décembre, l'acte 5. Elle a vu entre 11 000 manifestants selon les préfectures ou 30 000 selon les syndicats. Justine Berger, Rachel et Océane se sont rendus sur place. Ils s'étaient donné rendez-vous porte de Paris. Cheminots, pompiers, enseignants, personnel hospitalier, électriciens, toujours mobilisés contre la réforme des retraites. La réforme, c'est nécessaire, il y a une nécessaire réforme à faire, forcément. Les choses évoluent, les gens vieillissent, meurent à un âge beaucoup plus avancé qu'avant, sont en meilleure santé plus longtemps qu'avant. C'est normal de faire une réforme. Mais à chaque fois qu'il y a une réforme, l'État capitaliste, c'est la palissade de dire ça, hein, profite de l'occasion pour réduire les salaires, pour que ça profite à certains et pas à d'autres, mais ça c'est toujours pareil, voilà. De la colère et le sentiment d'être les grands perdants de la réforme. Je vais partir plus tard, je gagne de toute façon, mon salaire est gelé dans la fonction publique, donc par rapport à l'inflation, on est déjà en deçà de ce qu'on devrait toucher, et en plus on va avoir des pensions vraiment diminuées par rapport à ce qu'on doit toucher normalement. Alors nous on a compté pour les CPE, on a 9% de prime dans notre salaire, on va perdre à peu près 980 €, nous les CPE, sur ma pension. Donc c'est énormissime et ils ne pourront jamais compenser ce qui va être perdu. Il y a aussi tout le système de solidarité qui est en jeu, il n'y a pas que ce que je vais perdre, mais ce que tout le monde va perdre. Vous êtes par répartition, allez, t'as nous, la retraite par quoi? J'ai dit bon sang. Par quoi? Si certains ne seront pas concernés par la retraite à points, ils ont tenu à être présents, par solidarité. Je suis là déjà depuis le début de la lutte et aujourd'hui je suis aussi pour mes enfants et mes petits-enfants et puis ceux que ça va concerner demain. J'étais là le 5 et je suis là aujourd'hui et je serai là dans les principaux regroupements qu'il y aura à l'avenir. Je pense que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne lâcheront pas le combat, ne lâcheront pas le morceau parce que le but c'est de faire reculer le gouvernement sur ce projet de loi. Au lendemain de la démission de Jean-Paul Delevoye, les manifestants espèrent une refonte de la réforme. Alors Rachel nous a rejoint sur le plateau de T'as vu. Bonjour Rachel. Bonjour Quentin. Alors vous étiez sur place, on l'a dit juste avant, 11 000 manifestants selon la préfecture, 30 000 selon les syndicats, mais par rapport aux précédentes journées, est-ce qu'il y a eu une augmentation ou une diminution du nombre de manifestants? Si on en croit les chiffres des forces de police par rapport au 5 décembre, donc la première journée de mobilisation, on avait 12 à 13 000 manifestants, donc on peut voir que la mobilisation ne faiblit pas vraiment. Une certaine stagnation. Si on en croit les chiffres des forces de police en tout cas. Et est-ce que les manifestants sur place vous ont dit qu'il y allait y avoir d'autres dates de prévues, surtout avec Noël qui approche? Déjà aujourd'hui, il y a une manifestation de prévue et les manifestants ne comptent rien lâcher tant qu'il n'y aura pas de compromis fait par le gouvernement. Édouard Philippe a reçu les syndicats hier. Et le gouvernement se dit prêt à faire un compromis autour de l'âge pivot, donc qui est fixé pour l'instant à 64 ans. Le gouvernement pourrait faire un compromis pour les personnes pour certaines personnes en fonction de la pénibilité de leur travail. D'accord. Et on a vu sur les réseaux sociaux quelques personnes un peu alarmées des différents débordements. Est-ce qu'il y a eu des débordements justement le 17 décembre? Oui, il y a eu quelques débordements. Il y a eu notamment des abribus qui ont été brisés. Et plusieurs vitrines, surtout rue Nationale, qui ont été aussi endommagées, notamment la vitrine de la GMF rue Nationale. D'accord. Et donc les boutiques, elles ferment les oui, stores. Il y avait beaucoup de boutiques, aussi encore rue Nationale, où il y avait beaucoup de boutiques qui avaient fermé. Ouais. D'accord. Merci Rachel. Autre débordement qui a eu lieu, c'était la semaine dernière, ce concerne les deux étudiants de l'ESJ, Baptiste Herman et Quentin Saison. L'un a été arrêté en manifestation alors qu'il prenait des photos. L'autre a été arrêté devant le commissariat alors qu'il prenait la défense de son camarade. Olympe et Alison sont allés à la rencontre de Baptiste Herman.
Jeudi dernier, muni de son appareil photo, Baptiste Herman couvrait la manifestation contre la réforme des retraites. Âgé de 19 ans, cet étudiant originaire d'Arras est en 2e année de prépa à l'ESJ, l'école de journalisme de Lille. Alors qu'il photographiait les forces de l'ordre, Baptiste a été placé en garde à vue. Le nordiste revient sur son interpellation. J'avais suivi un cortège de policiers qui voulaient intercepter une dame et il y a un homme qui a crié « Vous regarderez vos enfants ce soir en rentrant ». Et donc moi j'étais en train de photographier cet homme qui était intercepté par les policiers, donc une arrestation assez musclée, et donc ça plaisait pas aux policiers qui ont mis plusieurs fois leurs mains devant ma caméra, donc je me suis bougé plusieurs fois de place pour continuer à prendre des photos, et apparemment donc ça leur a pas plu. J'ai senti un gros coup de bouclier dans mon dos, et je me suis retourné, c'est à ce moment-là qu'on m'a mis par terre. Une enquête est toujours en cours afin de vérifier les raisons de cette interpellation. Pour se protéger des gaz lacrymogènes, Baptiste portait un masque. Il a donc été arrêté pour dissimulation de visage. L'étudiant en journalisme est également soupçonné de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et refus d'obtempérer. Ça, je comprends pas, enfin, j'étais juste à côté pour prendre des photos. Je comprends que j'étais peut-être énervé à vouloir prendre tout le temps encore des photos de l'arrestation. Bon, après, je fais que prendre des photos, voilà, je fais que faire mon métier, quoi. Alors qu'il est placé dans une cellule, au même moment, d'autres étudiants de l'ESJ étaient mobilisés devant le commissariat central. Ils réclamaient sa libération. Durant ce rassemblement, Quentin Saison, ami de Baptiste, s'est fait arrêter. Les 2 étudiants ont finalement été relâchés le lendemain dans la matinée. Suite aux événements, leur école a immédiatement affiché son soutien. Mon école a vraiment bien réagi. Mon directeur s'est même rendu avec les étudiants de l'académie devant le commissariat le jeudi soir pour se manifester pour que je sois libéré. Pour moi c'est incroyable. Enfin, moi je ne m'attendais pas du tout à ça, que ça prendrait autant d'ampleur. Encore choqué par les événements, le jeune homme ne compte pas s'arrêter pour autant. Ce passionné aimerait poursuivre une carrière dans le photojournalisme et pourquoi pas devenir un jour reporter de guerre. Alison, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, vous avez recueilli donc ces propos. On a vu à la fin du reportage que Baptiste Herman était encore un peu choqué, mais a-t-il d'autres séquelles une semaine après les événements? Alors maintenant, son moral est bon. En tout cas, il nous a témoigné qu'il avait encore quelques bleus à cause des coups de matraque donnés par les forces de l'ordre et qu'il avait un petit peu mal au niveau des poignets à cause des menottes. Des menottes. Alors, il a été arrêté en manifestation alors qu'il prenait des photos. Mais pour qui prenait-il des photos? Est-ce que c'était pour lui ou est-ce que c'est pour l'école? Et ont-elles été publiées ou a-t-il pu les récupérer? Alors, à l'heure où on l'a rencontré, il n'avait pas encore vu ces photos, mais il les a bien gardées. Il avait la carte SD avec toutes les photos dedans. Donc ça, on est sûr, ça n'a pas été retiré. Ces photos-là, elles étaient prises dans le cadre de son collectif qui a été créé avec d'autres étudiants de l'académie USJ. C'est le collectif Gerda, donc c'est que des photojournalistes étudiants. Et donc pour le moment, ça n'a pas encore été publié. Et donc maintenant, pour la suite, que risquent ces 2 étudiants? Alors pour le second, donc Quentin Saison, les sorties de la garde à vue avec un rappel à la loi. Mais sinon, pour Baptiste Herman, donc on n'est pas encore exactement sûr de ce qu'il peut encourir, mais il y a un risque de poursuite judiciaire. D'accord. Merci Alison. On passe tout de suite, sans transition, au musée d'histoire naturelle. Une nouvelle exposition a eu lieu, elle s'appelle Liaison vitale. Ça a eu lieu du 4 octobre jusqu'à fin avril. Ce sont des animaux sauvages et l'idée est de comprendre les relations qu'ils ont entre eux. Justine Carrère, Ibrahim et Aurélien sont allés sur place. Depuis le 4 octobre dernier, le musée d'histoire naturelle propose une nouvelle exposition. Son nom, Liaison vitale, l'entraide dans le monde animal. Pensée par les équipes du musée depuis 2 ans, l'exposition permet aux visiteurs d'approcher de près des animaux sauvages, tels que des lions et même des tigres. L'exposition temporaire actuelle Liaison vitale présente les relations positives dans le monde animal, donc toutes les relations d'entraide, de coopération, de sympathie, de vie en groupe qu'on peut trouver dans la nature. Une fois empaillés, tous sont mis en scène au cœur de l'exposition. On récupère les peaux qui sont tannées, selon les mêmes principes que le tannage des cuirs qu'on peut utiliser au quotidien. Par contre, on va garder les plumes, les poils qui sont fixés dedans, et on remet cette peau sur un mannequin
qui est sculpté à la taille de l'animal et dans une position qu'on choisit pour montrer en général un comportement particulier de cet animal. Même si ces animaux étaient vivants auparavant, cela n'a pourtant pas l'air de déplaire aux visiteurs lillois. Ça me dérange quand c'est telle personne qui a, on ne sait pas combien d'animaux empaillés chez lui, qui l'a tué à la chasse. Là, c'est un peu plus questionnable, mais là, c'est ouvert au public, c'est très peu cher, il y a beaucoup d'animaux. C'est des reconstitutions, c'est même pas des éléments organiques réels. Entre buffles, gorilles et suricates, l'exposition présente une large diversité d'animaux sauvages. Je préfère que ce soit des animaux empaillés que des animaux vivants. On peut plus facilement les approcher. Et bon, après, je ne sais pas si c'est encore d'actualité de faire de la taxidermie avec les animaux nouveaux, mais je pense que ça doit être des anciennes collections qui sont dans les couloirs et qui sont remis au goût du jour. Entre amis ou en famille, l'exposition Liaison vitale sera l'occasion de voir de près de grands spécimens. Entre lions et tigres, leurs dents acérées impressionneront petits ou grands. Mais pas de panique, cette exposition temporaire s'achèvera le 20 avril 2020. Justine nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Justine. Bonjour Quentin. Alors vous avez été donc au musée d'histoire naturelle. On a vu donc les animaux empaillés. Est-ce que ça crée une certaine polémique? Eh bien justement non, pas du tout. Les visiteurs étaient même plutôt contents de voir de vrais animaux empaillés à taille réelle. Même sans vitrine, justement, ce qui peut aussi paraître impressionnant, sachant qu'on voit bien la fourrure et leurs dents pour les félins. Et y a-t-il des visites guidées de prévues dans ces oui, le dimanche après-midi à partir de 15h, des visites guidées sont proposées au public. Très bien. Et donc cet événement a commencé le 4 octobre. Est-ce qu'on a vu déjà un certain succès pour cet événement? Eh bien oui, notamment chez les plus jeunes, évidemment, forcément les animaux plaisent toujours aux plus petits, mais aussi aux grands, ce qui est aussi l'avantage de cette exposition qui accueille un public assez large, donc ça va des 6 à 5 ans, jusqu'aux adultes même les adultes les plus âgés. Est-ce que vous avez déjà bourrelé? Eh bien non. Pas du tout. Eh bien, très bien. Le prochain reportage est fait pour vous. Nous sommes allés à Tourcoing, au Cercle Saint-Louis, pour parler d'un sport peu populaire, mais historique et surtout très technique. C'est un sujet signé Sophie et Oscar. À Marseille, il y a la pétanque. Cousine moins médiatisée dans la famille des jeux de boules, la bourle appartient au patrimoine des Flandres. Un héritage porté en étendard par le Cercle Saint-Louis à Tourcoing. Saint-Géancien, c'est pas de la région, c'est plutôt, on va dire, de Tourcoing et ses environs, Mouveau, Neuville, la Belgique. C'est un jeu traditionnel qui remonte au Moyen-Âge et qui était traditionnel à Tourcoing ici. Il y avait 250 bourloirs à Tourcoing. Il en reste 11. Hein. Il en reste 11 qui sont maintenant classés monuments historiques. Les bourloirs étaient liés au patronage. Et puis il y a eu la Troisième République. Les républicains ont voulu aussi avoir leur bourloir. Donc dans tous les quartiers, il y a des bourloirs qui se sont installés dans les cafés, les arrière-salles de café. Et voilà, c'est pour ça qu'il y avait tant de bourloirs à Tourcoing, c'est-à-dire que chaque quartier en avait en réalité deux. Une catholique et une républicaine, disons. Mais comment joue-t-on à la bourle? Deux équipes s'affrontent. La première, tirée au sort, commence par placer le jeu, c'est-à-dire disposer ses bourles sur le terrain pour empêcher les bourles adverses de circuler. Ce sont les placeurs. Les ayeurs jouent ensuite et tentent d'envoyer leurs bourles dans les tacs, le cercle jaune qui permet de marquer des points. La bourle a un côté fort. Le fort, c'est le côté le plus incurvé. Voilà, c'est plus carré là que là. Automatiquement, la bourle ira toujours rouler sur le côté le plus fort. Garantir la pérennité du Cercle Saint-Louis, un défi pour Bertrand Audoux. On essaye de faire perdurer ce jeu qui est très ancien et on essaye d'amener de nouveaux compétiteurs. C'est pas évident, hein, parce que bon, c'est les jeunes, bon, quand ils sont tout petits, ils viennent jouer à la bourre, puis après, bon, ils vont faire du basket ou du football. Si, il existe un tournoi à Tourcoing qui est la Concorde qui l'organise, un tournoi de jeunes, donc c'est en mois de septembre, je pense, où c'est que des gamins de moins de 18 ans.
Et bon, il y a un petit peu de monde quand même. Ouais. L'avenir de la Bourle est-il assuré? En attendant, Bourle et jeunesse. Un reportage Bourle-Versant. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Ta Vue, le magazine des étudiants en journalisme. Bonne journée à tous.